à ce respect de nos partenaires et aussi droit à ce respect de nos dirigeants. Je pense que nous y reviendrons plus tard. Dans cet entretien. En ce qui concerne les échéances électorales, je répète que les fondations ont été brisées. Et la sagesse nous dicte d'arranger, de restaurer d'abord ces fondations avant de poursuivre la construction de cet édifice qu'est le processus démocratique. Pourquoi ? Oui, si nous ne trouvons pas une solution d'abord à ce qui a été fait en novembre 2011, c'est-à-dire la destruction de ces fondations, mais qu'allez-vous construire de stable ? Tout d'abord, la population qui s'est mobilisée d'une manière, aucun politicien congolais ne se doutait de la manière de l'intensité avec laquelle le peuple congolais allait s'approprier cette journée du 28 novembre 2011. C'est pour ça que j'aime dire que le peuple congolais a piégé même les politiciens. Parce que le Congolais a été voté, le Congolais est resté là jusqu'au dépouillement, au comptage. Les SMS, les téléphones cellulaires ont fonctionné. Tel a appelé son cousin qui était dans une autre circonscription. L'échange des résultats. C'est ainsi que lorsqu'aujourd'hui on dit « Ah, on ne sait pas, il n'y a pas de données, les données sont perdues », je dis non. Le peuple congolais a toutes les données. C'est pourquoi le peuple congolais continue à réclamer Étienne Tshisekedi comme son président élu. En République démocratique du Congo aujourd'hui, il n'y a pas un président légal et un président légitime. Il y a un président légitimement élu. M. Kabila n'est pas un président légal. Mais on pourra quand même dire que le président élu souffre d'un manque d'exercice de pouvoir. C'est qu'on appelle communément l'impérium. Le président élu, c'est-à-dire M. Étienne Tshisekedi, est en quelque sorte puni. On le punit d'avoir gagné. Car depuis le 26 décembre 2011, aujourd'hui ça fait 181 jours, donc plus de 6 mois, qu'il a assigné à résidence. C'est-à-dire qu'il ne jouit pas de la totalité des libertés qui lui sont reconnues par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et personne ne lève le doigt là-dessus. Et ça, ce sont des choses qui, lorsque nous parlons à nos partenaires, nous insistons sur le fait que on a vu dans l'histoire récente des personnes des opposants aussi dans leur pays qui ont été maltraités, tout ça, et qui ont bénéficié, dans le cas bénéficié de traitements médiatiques, c'est sur les gouvernants ou les tyrans qui gouvernaient ces pays, fait que ces personnes ont pu récupérer leurs droits. Mais en ce qui concerne M. Étienne Tshisekedi, qui non seulement, ça fait 6 mois qu'il est assigné à résidence, mais si nous regardons son histoire, combien de fois Étienne Tshisekedi n'a-t-il pas été relégué, torturé, arrêté, emprisonné, et il n'y a jamais eu une manifestation claire je ne vais pas parler de compassion, vous savez, la politique, ce n'est pas une question de compassion, mais nous avons des droits universels de droits de l'homme, donc qui concernent tout le monde. Et cette déclaration universelle a été signée par tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce que vous comptez faire pour restituer au peuple congolais cet acquis qu'il s'est donné à travers cette mobilisation? Je veux dire, la restitution de cette mobilisation passe par la restitution aussi du pouvoir de la personne que le peuple s'est choisi. Comment comptez-vous organiser cette restitution de ce pouvoir? Le 28, 29 et 30 novembre 2011, ce qui s'est passé au Congo, moi je l'ai qualifié de terrorisme électoral. Terrorisme électoral, pourquoi j'utilise le mot terrorisme? Parce que vous avez un groupe de personnes, à leur tête il y a un leader, et qui foncièrement utilisent la violence, la terreur, pour faire accepter leur position.
pour faire accepter leur coup d'État institutionnel, alors que des élections ont eu lieu d'une manière... La population congolaise ce jour-là a fait en sorte que notre pays ne tombe pas dans la violence. Le 28, le 29 et le 30 novembre 2011, on n'a pas déploré des scènes de violence en RDC, mais ce terrorisme électoral fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais se trouve sous un niveau de répression que peu de populations connaissent dans ce monde. À titre d'exemple, Monsieur Ilunga, vous êtes journaliste. Ici, en Suisse, vous exercez librement votre profession. Vous êtes libre de poser les questions que vous voulez. Vous êtes libre de réaliser les émissions que vous voulez. Mais depuis 2006, combien de vos confrères en RDC ont été assassinés, arrêtés, torturés? Des dizaines. Les activistes des droits de l'homme, de même. On essaye de présenter le Congo des fois comme un pays, oui, qui marche allègrement sur la voie de la démocratie. Non, la République démocratique du Congo, sous ce régime, a régressé au niveau démocratique. Et le secrétaire d'État, Mme Hillary Clinton, l'a très bien dit dans son communiqué en disant que les élections au Congo constituent une régression par rapport aux différentes élections que nous avons connues récemment sur le continent africain. Et nous voulons mettre fin à cette régression. La Constitution, qui est en fait le pacte social du peuple congolais, et qui est aussi la loi fondamentale à laquelle tout dirigeant proclame solennellement se soumettre. L'article 64 est clair et dit que le peuple congolais a le devoir, même pas le droit, mais le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prennent le pouvoir par la force ou qui veulent l'exercer contre la Constitution. Et nous sommes dans ce cas-là. À ces jours, que devient le slogan « Le peuple d'abord » ? Oh, mais le peuple d'abord, au-delà d'un slogan, pour certains ce n'est qu'un slogan, mais le peuple d'abord, si vous regardez bien, c'est la philosophie de vie de M. Étienne Tshisekedi. M. Étienne Tshisekedi, depuis 30 ans, a décidé de se sacrifier pour les intérêts des autres. Et ce que je dis, ça peut paraître académique ou spirituel ou quoi, mais non, dans les faits, M. Tshisekedi a décidé de quitter le chemin d'une carrière tranquille où il pouvait devenir un des très grands dinosaures de la Deuxième République, devenir millionnaire et tout ce que vous voulez, mais a décidé de se lever, de se dresser contre la dictature. Et il n'était pas seul. Donc, il a, en âme et conscience, pris la décision de mettre les intérêts des autres d'abord, en avant. C'est ça le peuple. Ce n'est pas seulement un slogan politique, un slogan de campagne. Et je crois aussi que même les communicants vous diront que le meilleur slogan, c'est le slogan qui reflète vraiment votre personne ou qui reflète votre vie. Et le peuple d'abord reflète la vie d'Étienne Tshisekedi. Mais comment comptez-vous matérialiser ces slogans dans la vie de tous les jours de ce peuple qui est un des peuples qui souffre de la misère, qui souffre du manque de liberté, qui souffre du manque d'accès aux biens les plus élémentaires? Mais tout d'abord, ce que nous faisons d'office, c'est accompagner ce peuple dans cette souffrance. Vous savez, lorsque vous êtes opposé à un tel pouvoir, à un tel régime, bon, vous vous mettez en danger, tout comme le peuple est en danger permanent, et vous accompagnez d'abord le peuple dans sa souffrance, et vous accompagnez aussi le peuple à travers une certaine voie où vous essayez aussi d'instruire et de former
ce peuple-là, du moins la portion de peuple avec laquelle vous êtes en contact, de sorte à l'éduquer sur les enjeux actuels qui conditionnent en fait la politique en RDC. Car il est clair que les Congolais n'ont pas toutes les informations sur les enjeux du Congo. Les Congolais comprennent difficilement pourquoi, dans un pays limitrophe, s'il y a une cinquantaine de personnes qui sont tuées par une attaque, cela passe sur CNN. Mais au Congo, vous avez des centaines de milliers, des millions de personnes qui ont été tuées. C'est très rare que même les médias étrangers en parlent. Au Congo, il y a 50 personnes qui sont violées chaque heure. 50 personnes. Mais on n'en parle pas. Ça devient presque comme quelque chose de banal. Et le peuple congolais voudrait dire non, ce n'est pas du tout banal, parce que non seulement nous ne méritons pas ça, mais pendant que le peuple congolais souffre, il y a des partenaires qui s'enrichissent à partir du Congo. Il y a des partenaires qui font des bonnes affaires pour eux au Congo. Le président américain Andrew disait « The business of America is business ». Et le Congolais voudrait aussi dire que nous au Congo, « The business of